Ça vous a peut-être échappé, le tribunal correctionnel de Paris a eu la main particulièrement lourde lundi dans les condamnations dans l'affaire Lafarge pour cette usine que le fleuron industriel français avait construite en Syrie et qui a tourné jusqu'en 2014. Et Lafarge était poursuivi pour des bakchiches versés à des groupes rebelles, parmi lesquels des groupes terroristes, notamment Daesh. 50 prisons fermes pour Christian Hérault, le DG opérationnel du groupe. Son avocate est avec nous dans un instant. Pour le patron de Lafarge, Bruno Lafont, la condamnation aussi a été lourde. 6 ans de prison, avec là aussi un mandat de dépôt, c'est-à-dire la prison juste après le prononcé du jugement. Je vous propose d'écouter son avocate et sa colère. Alors on est toujours autant sous le choc quand on assiste à un jugement de cette violence-là. La violence est à la hauteur de l'absence de justification de la culpabilité. C'est un jugement qui conclut à une culpabilité sans preuve. C'est un jugement qui retient que Bruno Lafont ne pouvait pas ne pas savoir, n'ignorait pas que. C'est ce que l'on a entendu dans le cadre de cette longue lecture qui était un véritable supplice. Mais quand on a entendu aussi ce qui était dit et la virulence des termes qui étaient employés, on a compris que derrière ça, il y avait une sortie qui s'organisait, qui est celle d'un mandat de dépôt totalement injustifié, totalement infondé, sans justification au regard de la loi. Bonjour Solange Douminique. Bonjour Vincent. Votre client, Christian Hérault, lui aussi est en prison, condamné à 5 ans de prison. Est-ce que vous avez pu le voir? Oui, je l'ai vu. J'ai vu hier, j'ai vu ce matin. C'est un homme droit, debout, qui subit cette injustice terrible qui lui est faite et qui attend. A-t-il été surpris? Avez-vous été surprise? La violence de la décision était à l'aune de la violence de l'audience. On a eu quelquefois 4 jours sans que la défense n'ait le droit de poser une seule question. 4 jours de questions à charge sur une partie des faits qui étaient reprochés, avant qu'enfin on nous laisse la parole pendant 3-4 heures pour tenter de reprendre les choses et expliquer. Donc, par définition, cette décision qui est à la fois d'une violence terrible et très surprenante par sa violence n'est que la continuité de ce qui s'est passé pendant les débats. Pourquoi dites-vous, alors là vous dites que vous n'avez pas pu poser parfois les questions, pourquoi dites-vous que les droits de la défense ont été bafoués? C'est une accusation grave. Dès les premières minutes de la lecture de la décision, les premiers paragraphes, c'était pour accuser la défense. La défense avait osé soulever les irrégularités de la procédure qui sont d'ordre public et que le tribunal aurait dû soulever tout seul. La défense avait osé dire qu'il faudrait plus de temps pour l'audience. On a eu une audience marathon avec donc cette espèce de compression, plusieurs jours sans question des avocats. Donc, plusieurs semaines d'audience quand même. Plusieurs semaines d'audience, 6 semaines, mais il aurait fallu 3 mois pour ce procès si on avait voulu se poser. On l'a dit depuis le début. Donc, à cause de ce manque de temps, notamment, nous avons décidé de demander à nos clients de ne pas répondre aux questions des avocats des parties civiles irrecevables, simplement parce qu'il fallait avoir suffisamment de temps pour répondre aux problèmes essentiels. Et dès le début du prononcé de la décision, il nous a été annoncé que nous, avocats, nous avions soulevé des faux débats. La liste des faux débats, c'était toute la liste des arguments de défense qu'on avait. Le faux débat, c'était de savoir si oui ou non les factions pouvaient être vraiment pesées comme terroristes. 20 factions racketaient l'usine, lesquelles l'étaient, lesquelles ne l'étaient pas. Les faux débats, c'était de savoir si oui ou non les services français, la diplomatie étaient informés. Les faux débats, c'était de savoir la réalité des quantums, des montants. Les faux débats, c'était de savoir quels intermédiaires on avait. Tout était faux débat. La justice a accusé donc Christian Hérault, votre client, d'avoir été le cerveau de la mise en place d'un système de rétribution des organisations djihadistes, notamment Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, donc, et Daesh. Oui, c'est absurde. À ce niveau d'absurdité, c'est pour ça aussi que les... Pourquoi c'est absurde? Parce qu'il y avait des groupes qui étaient liés à... On le sait, personne n'a contesté le fait qu'il y a des groupes qui étaient liés et à qui de l'argent a été versé. Ah mais bien sûr, de l'argent a été versé par l'intermédiaire qui était chargé d'assurer la sécurité de l'usine. Il a averti les dirigeants de l'usine, donc les dirigeants de Lafarge, qu'il était contraint de céder à un racket, que si on voulait que cette usine continue à fonctionner, il fallait qu'il verse de l'argent à une vingtaine de factions autour de l'usine. Dans ces factions, il y avait majoritairement, au départ, l'armée syrienne libre, qui était financée par tout l'Occident luttant contre Bachar el-Assad.
autour de cette armée syrienne libre et par elle, puisqu'elle elle changeait, tout était mouvant, les factions étaient labiles, a émergé Daesh. Et pendant 10 mois, Daesh, effectivement, a perçu des versements. Daesh, effectivement, a gouverné dans cette région, et notamment à Raqqa, qui était pas loin de Absolument. l'usine de Jabalia. À partir de l'été 2014, où l'usine a fermé. Vous avez plaidé, et vous le dites encore, Maître Doumik, le racket de la part des groupes terroristes contre Lafarge. Mais là encore, le tribunal ne vous a pas suivi et estime que Lafarge aurait pu fermer l'usine de 2010 à 2014. Je cite le jugement, il est faux de dire que Lafarge et ses dirigeants ont cédé aux organisations terroristes. Oui, ça c'est une sorte de mantra depuis le début. Et c'est pour ça que dire que Christian Hérault aurait organisé les choses, ça fait partie du mantra, donc du spectacle. Comme si on avait un dirigeant d'entreprise qui, pour une usine, qui ne représente rien dans un groupe, 0,3% du chiffre d'affaires. Pour cette usine, il aurait fallu organiser, donc aller chercher peut-être les organisations terroristes eux-mêmes. Mais on marche sur la tête. C'est complètement contraire au dossier. On voit très bien que ce sont les organisations qui, elles, réclament, et les dirigeants, bien sûr, auraient dû fermer plus tôt. Ils auraient dû fermer début 2013 ou fin 2012. C'est une certitude aujourd'hui. Ils le regrettent amèrement. Mais aujourd'hui, avec le recul, sur le coup, ils pensaient à quoi? Ils pensaient aux salariés aussi. Ils croyaient que pour les salariés, c'était mieux de leur laisser leur gagne-pain. Certains salariés l'ont d'ailleurs dit à l'audience. Ils ont cru que pour l'économie locale... Comment expliquez-vous, mais que justement, ces déclarations n'aient pas convaincu les juges? Il y a eu un parti pris depuis le début qui a été insufflé par le premier organisme qui a porté plainte, Sherpa, une ONG soutenue par le milliardaire Soros, qui a, dès le début, au bout d'une semaine d'ouverture de l'instruction, expliqué que Lafarge s'était maintenu pour des raisons économiques et pour faire du profit. Et de manière étonnante, les juges d'instruction et toute la justice s'est embarqués dans cette dynamique. Voilà, c'était tout simple. Lafarge s'était maintenu pour faire du profit. Or, il y a une très lourde erreur d'appréciation, c'est certain, qu'il est facile de voir avec le recul. Mais sur le coup, c'était pas ça. C'était pas la recherche du profit. La justice accuse Lafarge et ses dirigeants d'avoir au final versé 5,6 millions d'euros à des organisations terroristes. Les sommes sont vertigineuses quand même. C'est incroyable d'avoir osé dire ça. On va dire quoi? Dire 5,5 millions. C'est absurde. On a additionné des tas de chiffres qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Il y a eu les sommes qui ont été extorquées, demandées, versées par l'intermédiaire aux factions. Mais à cela, parce que ça ne faisait pas suffisant, ce n'était pas assez spectaculaire, le tribunal a ajouté quoi? Toutes les acquisitions d'intrants, c'est-à-dire le sable, la pouzzolane qui sont nécessaires pour fabriquer le ciment. Le tribunal a ajouté les sommes qui étaient versées aux distributeurs qui revendaient le ciment. Et le tribunal, dans sa décision, a même été jusqu'à dire qu'il avait conscience que Daesh percevait une taxe de 10% sur ces sommes, mais que le tribunal décidait de prendre la totalité des sommes en compte. Vous contestez finalement le fait que le tribunal ait mis dans... Ce que vous dénoncez là, c'est que le tribunal ait finalement agrégé à la fois des sommes. Vous reconnaissez que Lafarge a payé directement à ses factions, y compris aux factions terroristes, plus le commerce qui était opéré, c'est-à-dire l'achat de matières premières, considérées, elles aussi, comme versement d'un bakchich. C'est ça que vous contestez. Exactement. Quand on achète son pain en zone occupée, on paye le boulanger. On ne paye pas l'occupant. Et là, tout a été mis ensemble pour arriver à un montant colossal. Vous dites que les personnes poursuivies n'ont jamais adhéré à une entreprise terroriste. Alors, le tribunal ne vous a pas suivi dans cette argumentation. Je cite encore le jugement. « Les chiffres et les décisions financières prises par les coupables dans le présent dossier se sont transformés en kalachnikov, en explosifs qui ont tué, mutilé, blessé et dévasté des vies en Syrie et en France. » Ça, de la même manière, pardon, mais c'est du spectacle. Parce que la décision dit expressément qu'elle constate qu'il ne peut pas être fait de lien entre les sommes versées et les horreurs commises par Daesh. Et la décision déclare irrecevables toutes les personnes physiques, victimes du Bataclan, victimes de Daesh, sur les lieux en Syrie. Elles sont irrecevables dans cette procédure à cause de cette absence de lien.
Donc écrire ça, c'est simplement vouloir mettre en avant... Ce que vous dites, c'est que le tribunal a été contradictoire entre le jugement et finalement la manière dont il a procédé. C'est-à-dire que les victimes du 13 novembre qui ont demandé à être partie civile n'ont pas été reconnues finalement comme partie civile par le même tribunal qui a prononcé cette condamnation. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Dans la même décision, à quelques paragraphes d'écart. Ce paragraphe-là est juste un paragraphe qui est fait pour mettre de l'histoire, pour mettre du liant, c'est un conte en fait. Donc vous dites qu'il y a une contradiction finalement entre les décisions du tribunal et la façon dont il les a présentées. Oui, exactement. L'autre point, c'est que le ministère public avait requis la confiscation partielle du patrimoine de Lafarge-Holcim. Le tribunal n'a pas suivi. Est-ce que vous vous en réjouissez ou est-ce que vous le regrettez ? Je m'en réjouis. Lafarge a été condamné au maximum de l'amende possible, donc je ne vais pas me plaindre qu'il n'y ait pas en plus des confiscations. Quelle est la suite pour vous, sachant que la justice instruit en parallèle une plainte pour crime contre l'humanité ? Dès lors que la décision constate qu'il n'y a pas de lien entre le financement reproché et les horreurs commises par Daesh, je ne vois pas comment la suite de la procédure qui est en ce moment instruite contre Lafarge, la personne morale seule, pourrait se terminer autrement que par un non-lieu. Dans la partie crime contre l'humanité. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne votre client et pour ce qui concerne la suite, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors j'ai interjeté appel. Vous avez interjeté appel. J'ai déposé une demande de mise en liberté. Le mandat d'arrêt qui a été décerné, le mandat de dépôt qui a été décerné contre lui est fondé sur sa ligne de défense. Il est dit, étant donné la manière, l'absence de conscience des faits de M. Hérault, mandat de dépôt, ce n'est pas possible de motiver un mandat de dépôt de la sorte. Donc moi, je continue à avoir confiance en la justice, j'ai confiance dans la cour d'appel. Est-ce que vous comptez, en appel, plaider sur les mêmes faits, avec les mêmes arguments ? On est forcément différent quand on est en face de quelqu'un de différent. C'est-à-dire que je pense qu'en appel, nous aurons le loisir d'être entendus, donc de pouvoir nous expliquer. Donc nous dirons forcément les mêmes choses, mais nous les dirons forcément différemment, puisque nous aurons le loisir de les expliquer. Qu'est-ce qui vous a, au cours de ce procès, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Maître Solange-Mique ? Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la parole des prévenus soit toujours, systématiquement, mise de côté, écartée, méprisée. La parole des témoins a été méprisée. Quand un témoin n'allait pas dans le sens de l'accusation, il était bafoué et traité comme moins que rien, quelle que soit la qualité de ce témoin. Nous avons eu des hommes avec un parcours extraordinaire comme Georges Malbruno, journaliste au Figaro, qui a été otage, qui est spécialiste du Moyen-Orient, qui est venu expliquer ce qu'il savait du terrain. Et là, c'était ridicule parce qu'il n'était pas juriste. Nous avons eu un expert géopoliticien, Fabrice Balanche, qui était élève de Keppel, professeur à l'université, qui lui-même a été en Syrie en 2018, par exemple, en passant la frontière à pied. Puisqu'il n'était pas juriste, ça ne comptait pas. Mais on venait avoir des témoins des faits, pas des témoins du droit. Donc voilà, c'était le plus frappant, c'était le plus violent en réalité. C'était cette absence de possibilité d'exprimer quelque chose. Néanmoins, est-ce qu'il pourrait en être autrement ? En tous les cas, est-ce que les clients et est-ce que les personnes qui étaient poursuivies pouvaient échapper à une condamnation dans la mesure où Lafarge avait déjà accepté de plaider coupable aux États-Unis dans cette affaire ? C'est deux choses différentes. Lafarge est la personne morale. Nous défendons des personnes physiques. Et puis, jamais ces personnes physiques n'ont dit « nous avons bien fait, c'était à refaire, nous ferions pareil ». Elles ont toujours dit « nous avons commis une lourde erreur d'appréciation ». Et cette erreur, ils la regrettent profondément. Donc oui, il y avait un espace pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse voir ce qu'il aurait fallu faire, à quel moment il aurait fallu le faire, comment il aurait fallu réagir. Et donc la condamnation de Lafarge aux États-Unis pesait très lourdement, puisqu'elle avait pesé malheureusement dans l'ordonnance de renvoi. Le fondement, par exemple, financier, les juges se sont appuyés sur ce plea guilty américain pour dire, bon ben voilà, nous n'avons pas besoin de faire les calculs ont été faits aux États-Unis. Donc c'était un peu facile. Cela pesait, mais il pouvait y avoir quelque chose de différent. La question n'est pas liée
spécifiquement à Lafarge, mais puisque c'est une question d'actualité et que finalement elle vient justement par la procédure américaine, quel est votre point de vue sur justement cette réforme en France aujourd'hui qui permet d'instaurer le plaidé coupable? Le plaidé coupable criminel, ça me semble quelque chose de très dangereux. On cherche par défaut de moyens de la justice à supprimer les moments d'audience, les moments où on peut s'exprimer, les moments où on peut parler. C'était pathétique en ce qui concerne l'affaire Lafarge. On avait un couloir, il fallait rester dedans, et tout ce qui pouvait en sortir était reproché à la défense qui prenait trop de temps. Même dans la décision, il a été reproché une journée d'audience qui n'a servi à rien, où on avait cherché à faire entendre la voix de ceux qui disaient que les services secrets étaient informés. Eh bien, le plaidé coupable, ça va être quoi? Ça va être dire à quelqu'un, vous avez tout intérêt, vous ne dites pas ce qui s'est passé. Donc, pour les victimes comme pour les accusés, je trouve que c'est une justice au rabais. Dernière question sur Lafarge. Vous maintenez l'idée que les services secrets français étaient au courant et que c'était une idée, en tous les cas, qui a beaucoup circulé, et plaidé, que Lafarge a maintenu ses activités à la demande au moins implicite de Paris? Non. Alors, jamais Lafarge n'a dit avoir répondu à un ordre de rester. C'est absurde, et ce serait absurde. Les cadres de Lafarge se sont sentis encouragés. D'abord parce qu'ils étaient en contact constant avec les services à qui quotidiennement ils donnaient des renseignements et que nous avons la preuve au dossier. Très peu de choses ont été déconfidentialisées. Rien pour la période de prévention, sauf un mail. Et ce mail prouve que les services étaient informés. Donc nous avons la preuve. Et Lafarge se sentait encouragé simplement parce que les services ne disaient pas partez et qu'ils utilisaient la présence de Lafarge. Et je pense que simplement les services eux-mêmes étaient aveuglés comme tout le monde, comme tout l'Occident, par la politique de l'époque qui était violemment anti-Bachar et qui du coup fermait les yeux sur toutes les factions qui s'opposaient à Bachar. Merci beaucoup Solange Loumic, et on continuera bien évidemment de suivre cette affaire, notamment ici au Figaro TV. Merci beaucoup et merci d'être venu.